pas beaucoup. Et plus ils ont créé de fonds, la courbe s'est inversée. Et du coup, des fonds privés qui lèvent auprès de BPI comme encore, ont levé de l'argent à l'étranger, la France ou en France. Et du coup, la courbe du financement en tout cas en capital investissement, c'est complètement inversé. Ils investissent plus que ce que l'acteur public fait. Et c'est ça le rôle, c'est ça ce qu'on veut faire. Pourquoi ça ne marche pas encore, à mon avis, à mon humble avis, pourquoi ça ne marche pas encore au Sénégal? Il y a trois choses. Pour moi, la première chose, c'est ce qu'on appelle l'investment readiness. Est-ce que les gens sont prêts? Est-ce que les entrepreneurs sont formés? Et franchement, quand on voit les PME, il y en a qui sont très, très bien. La plupart des problèmes qu'on a dans les PME sont des problèmes de gestion. Ce n'est pas un problème d'argent. Ce sont des problèmes de gestion. Est-ce que vous pouvez identifier les problématiques rapidement parce qu'on a perdu? Bon, on a moi, par exemple, j'ai une dizaine d'entreprises dans mon portefeuille. Je souhaite faire mon reporting trimestriel. Je ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce que je n'ai pas reçu le reporting de ces PME, par exemple. Les chiffres, qu'est-ce que vous avez fait? Juste le reporting. Ce que vous disiez tout à l'heure, je pense que vous le disiez, Monsieur le Premier ministre, la transparence. Est-ce que l'argent qu'on a mis, est-ce qu'on peut tracer où est-ce que l'argent a été dépensé? C'est un vrai sujet, la transparence. Le deuxième élément? Le reporting, la communication. La communication, le troisième élément. Vous avez soulevé les rapports du Francis. Monsieur John, je vais accélérer. Et le troisième élément? La communication. Le troisième élément, ça rejoint les deux éléments, c'est la fiscalité. C'est-à-dire, pour qu'on puisse développer le capital investissement au Sénégal, il faut que la loi permette d'avoir des fonds ici. Il n'y en a pas. En fait, nos fonds, ce sont des entreprises comme les autres. Il y a la fiscalité qu'il faut traiter. Et le dernier élément qui, je trouve, en tout cas pour moi, est le plus important, vraiment l'éducation. L'éducation financière, l'éducation des entrepreneurs. Comment passer de l'éducation théorique à la gestion d'entreprise. Ça manque. Dans ce chantier, je pense que les pouvoirs publics vont entendre et aller dans le sens de votre recommandation. Alors, les questions au public, nous avons deux questions. On a largement dépassé le temps. Je vais laisser Boubacar Diallo. J'avais une question. La question serait de savoir aujourd'hui, en tant qu'ancien chef de gouvernement et en tant que banquier, quels sont les leviers concrets que l'État sénégalais peut-il actionner du côté fiscalité, garantie publique, refinancement de la Banque centrale pour inciter davantage les banques à financer les PME, PMI, ainsi à accélérer la relance économique. Merci. Merci d'avoir posé la question parce que ça me permet également de répondre à ces messieurs de l'ADER. Vous savez, il ne faut pas confondre la ligne, la ressource elle-même nécessaire qui peut être mise à disposition par l'État du Sénégal et la nécessité de créer une institution pour utiliser cette ligne. D'ailleurs, pour départager les avis, je crois qu'il faudrait inviter les universitaires, les chercheurs à retrouver les milliers de milliards qui ont été perdus depuis l'indépendance pour trouver des solutions à ce que le secteur privé ne pouvait apporter. On oublie, moi, vous n'avez pas connu, vous étiez trop jeune, le crash bancaire de 1990. La Sofisédite spécialisée dans le financement des hôtels a disparu. La Sogeka spécialisée dans l'octroi des garanties a disparu. Ensuite, on a créé le FPE. La BNDES spécialisée dans le financement des entreprises sénégalaises a disparu. On a créé le Fonds de promotion économique, j'y reviendrai. Ça a fini par disparaître. On a un problème. C'est pourquoi je dis, réfléchissons, voyons ce que nous avons perdu par ces institutions créées pour combler, objectivement, le problème existe. Pour combler ce problème que vous posiez, absence de financement des entreprises nationales, des petites entreprises nationales, et trouvons les solutions, mais très sincèrement, la solution, ce n'est pas toujours créer une institution avec une sorte d'obéissance nécessaire à l'instruction politique. Je parlais de 1990 tout à l'heure. Je me souviens d'un brillant haut fonctionnaire que j'estimais énormément et qui dirigeait l'une des institutions liquidées. Et quand j'ai échangé avec lui,
pour essayer de comprendre pourquoi il avait fait des choses pareilles. Il m'a répondu, toi, tu as une obligation de résultat. J'étais déjà dans les banques. Moi, j'ai une obligation d'obéissance. Un problème. Et c'est la ligne de crédit qui peut répondre aux problèmes que vous évoquez. Le plus bel exemple, c'est le fonds de promotion économique qui avait été créé en concertation avec le secteur privé, qui n'excluait aucune banque et qui proposait aux banques, sous forme de ligne, du capital, risque, et du refinancement. L'institution, banque centrale, bon, tout de suite, ça vous fait entrer dans une procédure très difficile, très lourde, avec des ratios prudentiels à n'en plus finir. Toutes ces questions-là, je les ai évoquées dans une note assez volumineuse qui sera publiée, dont je voulais présenter le résumé. On a un problème de normes prudentielles à respecter, etc. C'est lourd. Accorder du crédit à des entreprises qui ne peuvent pas faire de reporting, qui n'ont pas de comptabilité, qui n'ont pas de gouvernance solide, etc. Donc, ce n'est pas par la Banque centrale qu'il faut trouver les solutions. Les solutions peuvent venir de l'État, je ne l'exclus pas, mais c'est dans les modalités qu'il faut se prémunir contre la destruction de cette ressource, qu'elle serve pour donner des garanties ou pour faire du refinancement, la destruction de cette ressource qui compromet la pérennité de ce qu'on veut mettre en place. Il faut rester dans une boucle logique. Et vraiment, croyez-moi, je ne dis pas ça parce que j'ai des a priori. Non, je le dis parce que j'ai vécu toutes ces phases de notre système bancaire et j'en ai à chaque fois tiré des leçons. Bravo, merci. Deuxième question. Oui, le monsieur là, et puis la dame. Regardez le monsieur. Oui, ça vient. Bonjour, je me présente, Momar Seck, jeune entrepreneur. Ma première question, c'est pour le directeur de l'ARCOP. Aujourd'hui, vous avez évoqué beaucoup d'informations qui sont vitales pour nous, entrepreneurs, mais nous, on n'a pas accès à ces informations. On va dans les sites web des ministères, des directions, il n'y a aucune information. Quand on vient dans les bureaux, c'est difficile de vous rencontrer, parfois impossible. Donc, comment aujourd'hui pallier à ces problèmes? Parce que c'est des problèmes que moi-même j'ai. Deuxième question, Monsieur le Premier ministre, vous êtes ancien banquier. Aujourd'hui, on a des marchés publics. Je donne un exemple, je gagne un marché public. C'est difficile pour moi d'avoir une avance sur marché au niveau des banques, alors que l'État est le meilleur payeur. On nous demande des garanties. Comment on demande à un jeune de 25 ans un DAT de 200 millions? Ce n'est pas raisonnable. Et ça, c'est des choses que nous, dont on fait face. Deuxième chose, on a des projets, on a de l'ambition, on va voir les banques, on nous dit que nos projets sont trop ambitieux. Je ne comprends pas pourquoi démoraliser les jeunes. C'est-à-dire aujourd'hui, moi j'ai eu la chance de faire mes études dans un pays anglo-saxon. On a nos promotionnaires qui lèvent des milliards de dollars à 22 ans et on les accompagne. Ici, 500 millions, tu demandes en tant que jeune, on te dit, mais on te traite de fou même. Alors que ce n'est pas normal. L'argent, c'est pour les jeunes. L'investissement, c'est pour les jeunes. Merci beaucoup. Yes. Là-bas. Alors, monsieur, je vais interpeller monsieur Niane, banquier et de l'ADER. Allez-y pour la réponse. Je pense que son interpellation conforte un peu nos idées, hein, nous, en tout cas à nous, parce que c'est toute la difficulté pour le système classique de financer les jeunes. Il y a, le Premier ministre Abdoumbaye l'a dit, hein, il y a une approche à faire sur le financement public et les institutions de financement, effectivement, sur l'histoire, étudier qu'est-ce que ça a donné. Mais nous sommes des pays en voie de développement et on ne peut pas ignorer ces réalités-là. Peut-être d'ici 10 ans, quand les systèmes privés seront mieux rodés et prendront en compte toutes ces problématiques, l'État va se retirer. Mais pour le moment, c'est une phase de transition et je pense que l'État doit être là. C'est une conviction profonde. Maintenant, mieux gérer ces ressources, comme il l'a dit, ce serait bien. Les mettre à la disposition des établissements privés ne serait pas la solution complètement. J'ai une petite expérience comparée à lui en matière de banque.
Mais je sais que même aujourd'hui, la collaboration entre l'ADER et les établissements privés, les banques, mais justement, les banques recouvrent ce qu'elles ont mis entre les mains du bénéficiaire et ce que l'ADER a mis, parfois les banques ne s'en soucient pas. Et c'est l'État qui, justement, casque sur tout ça. Donc, le jeu aussi, aujourd'hui, n'est pas très équilibré. Et je pense que c'est une réflexion profonde qui doit être transversale. Le secteur bancaire doit aussi se questionner, comme le secteur public qui est dans le financement. Mais les établissements privés, je suis désolé, n'ont pas encore ni la vision, ni les mécanismes pour gérer ces problématiques ardues. En tout cas, c'est ce que je pouvais dire, moi, sur cette question. Alors, maintenant, par rapport à votre question, nous avons compris que le secteur privé n'est pas informé de l'ensemble des mécanismes incitatifs qui sont paramétrés dans notre dispositif juridique. On en est conscient. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a créé une direction du secteur privé. Donc, le rôle est d'aller vers le secteur privé. Mais le secteur privé, le problème, c'est qu'ils sont éclatés et dispersés. Mais nous, ce que nous pouvons faire, c'est de contacter les organisations qui existent. Et on a travaillé avec Mme Lena qui est là, en tant que syndicat du BTP. On a travaillé avec Omar Ndir que je vois dans la salle. On a rencontré les laboratoires. Donc, chaque fois qu'il y a une organisation qui existe et qu'il y a des prétentions par rapport à la possibilité de capter des parts de marché sur les commandes de l'État, nous les rencontrons. Nous essayons d'engager des discussions et des concertations avec ces organisations pour mettre en évidence les difficultés et les contraintes et d'abord les informer des mécanismes qui existent. Et par ailleurs, si vous regardez l'ensemble de nos supports, mon responsable de communication ici dans la salle, moi je dis qu'il faut privilégier l'information pédagogique. Donc nous publions assez régulièrement des informations sur l'accès à la commande publique, les opportunités, les préférences, etc. Mais après, moi, je peux comprendre aussi quand on est une petite et moyenne entreprise, on a forcément les moyens pour recruter certaines ressources humaines qui peuvent être chargées de ces opérations particulières. Parce que normalement, une entreprise doit avoir un business developer qui doit aller vers l'information, rechercher les opportunités, regarder les textes. Ça, c'est le rôle de l'entreprise. Mais il n'empêche, nous travaillons à informer, à vulgariser les mécanismes. Peut-être qu'on n'en fait pas assez, mais on verra comment accélérer. En tout cas, l'ARCOP ouvre ses portes à l'ensemble des représentants du secteur privé. Nous avons une direction en notre sein qui cherche à comprendre vos difficultés, à apporter des réponses par rapport à vos contraintes. Je vous remercie. Merci. La dernière question, madame, s'il vous plaît. Je suis Marie-Odile Sen, je suis la directrice générale de BM Dakar, qui fait partie du groupe BM Africa. Je salue vraiment ce brillant panel et je tiens à saluer Alamil qui a eu à organiser ce forum. Ma première question va dans le sens de la gouvernance. J'ai écouté tous vos propos et il y a un point essentiel que je n'entends pas. Qu'est-ce que vous pensez des règles de bonne gouvernance? Quelle est sa place? Est-ce qu'on peut parler de financement sans parler de bonne gouvernance? Ça, c'est ma première question qui s'adresse à tout le panel. L'ADER peut prendre l'exemple des financements qu'ils ont eu à octroyer. Comment ils analysent ce point de bonne gouvernance? Ma deuxième question s'adresse au Fonds 6. Toutes les parts de l'État que vous avez eu à prendre en portage jusqu'à aujourd'hui, c'est bien, c'est une très, très bonne chose. Qu'est-ce que le Fonds 6 anticipe en termes de sortie? Vous avez questionné le secteur privé. Comment vous pensez structurer pour que ça revienne au secteur privé? Est-ce que votre définition de secteur privé, ce sont des individualités ou bien il y a la part du grand public dans ce transfert des parts que vous détenez? Juste en prenant peut-être l'exemple de Sen'Eau, on pourra illustrer ma question. Merci beaucoup. Merci, madame. Merci, monsieur Nian. Alors, question importante, donc la bonne gouvernance. Je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des institutions publiques. L'ADER dépend de la présidence de la République, du secrétariat, mais les règles du jeu ont changé. Le temps où un délégué général de l'ADER pouvait dire qu'il répond par rapport à son obéissance n'est pas celui-ci. Le pays a changé. C'est d'autres temps, d'autres mœurs. Je pense qu'aujourd'hui, un fonctionnaire public, fut-il délégué d'une institution de financement public, est tôt ou tard appelé à répondre de ses actes. On a une justice qui est là,
le Sénégal connaît des transitions, des alternances, et donc personne ne prendrait aujourd'hui le risque de répondre à l'obéissance en faussant la règle de droit. J'ai dirigé une institution publique, la BNDE, qui est aussi une institution de financement, qui pourrait éventuellement recevoir des commandes publiques. Et le président de la République, lors de notre première audience, m'a dit, si quelqu'un te dit que le président a dit, dis-lui, le président n'a qu'à m'appeler. Il y a des gens, effectivement, qui viennent, qui discutent, qui disent, hier, j'ai dîné avec le président, maintenant je voudrais, je dis, le président n'a qu'à m'appeler. Et la même chose m'a été dite par d'autres personnes par rapport à cet ancien président et à l'actuel président. Aujourd'hui, la reddition des comptes est devenue un exercice banal. Et donc, les gens ne prennent pas le risque. Je voudrais vous rassurer sur ce point, Monsieur le Premier ministre et peut-être toute la salle. Maintenant, effectivement, il y a des lourdeurs dans les établissements classiques que ces institutions veulent gérer. Je dis que tout n'est pas règle de bonne gouvernance classique. Mais quand même, il y a un code de conduite, il y a un minimum que les gens vont respecter et il y a des institutions qui sont là et le financement est octroyé selon les règles classiques. Maintenant, je termine sur ce point quand même. Aujourd'hui, il y a une réflexion aussi à mener, c'est l'heure des réflexions, justement, du recul, sur l'intervention de la BCEAO dans nos instruments de financement, dans le secteur privé bancaire. C'est lourd, c'est parfois déséquilibré, il y a des règles d'un autre âge et notre souveraineté, justement, doit être revue à l'aune des pratiques de ces établissements de régulation régionale. Si on veut se développer, on doit avoir des règles beaucoup plus souples qui tiennent en compte la réalité de notre système économique et qui donnent plus de flexibilité à nos États et partant aux établissements bancaires. Sans cela, les États seront obligés de se débrouiller avec des instruments comme l'ADER et autres. Ça, c'est une question de fond qu'il faut adresser. Sinon, on n'aura pas d'établissements bancaires qui pourront financer le développement. Parce que je connais les réalités de l'autre côté et les nouvelles réalités que je suis en train de vivre, en tout cas, me mettent beaucoup plus à l'aise en tant que militant, justement, de l'entrepreneuriat et de l'emploi. Je voudrais vous remercier. Monsieur Papsa. Merci. Oui, je confirme ce qu'a dit Abdoulaye et Marie-Odile faisait partie des femmes qui avaient créé, je pense, le Women Investment Club, un fonds d'investissement dédié aux femmes, et Tchaba Kamarassi, qui était là, en était la présidente. Elles étaient dans le comité d'investissement que nous avions mis en place pour octroyer ces crédits. Nous avions pris la volonté ferme en termes de gouvernance d'avoir des comités d'investissement. On était même avec Teranga Capital pour accompagner en lien avec le secteur privé de manière transparente. Pour qui me connaît avec mon franc-parler, je ne suis pas en politique. J'ai été audité par le président Macky Sall qui m'a nommé. Et quand le président Macky Sall m'a, comme je disais, Abdoulaye, pour financer X, Y, Z, je dis, monsieur le président, la personne n'a pas les conditions requises, la personne n'a pas de projet, on ne finance pas. Ça, c'est des remontrances, mais après, j'ai toujours existé. Quand j'ai quitté mes fonctions, je l'ai dit très clairement, j'ai été audité. J'ai passé 6 heures à l'inspection générale d'État, 4 heures à la brigade de recherche. Ils n'ont trouvé aucun rond. Et il faudra-t-il qu'à moi, juste c'est un message pour le signal, on peut contrôler, on peut regarder, mais il faudrait qu'on puisse laisser les entreprises, les entrepreneurs, les gestionnaires travailler dans la sérénité. Et toutes les personnes qui n'ont rien à se reprocher, donc à prendre l'avion, aller à Abidjan, Paris, venir à Dakar matin, midi et soir. La gestion, la transparence, la gouvernance, c'est quelque chose qui doit être dans l'ADN, dans l'éthique de la personne. Ça ne doit pas être l'apanage d'un régime. Merci infiniment. Merci. Fonds 6, on termine avec la question du Fonds 6. Oui, merci. Bon, il y a 2 questions. Il y a la gouvernance. Donc, je veux juste signaler que dans un fonds d'investissement, là où, bon, M. Sarr l'a dit tout de suite, ce qui est important, bon, le CA est très important, donc le conseil d'administration, mais c'est le comité d'investissement qui valide les investissements, où va l'argent qui est le plus important. Et dans tous nos comités, on a des externes. Au niveau du Fonds 6, au niveau des fonds, on a des indépendants qui viennent, qui siègent au sein de nos comités, d'où la transparence de ce qu'on finance. Premièrement. Deuxièmement, la société qui est financée, PME ou pas, on met en place un système de gouvernance. Donc, pour nous, la gouvernance, c'est le garant de l'efficacité de ce qu'on est en train de faire. C'est au-dessus de tout, à mon avis, de tout ce qu'on peut faire. Donc, ça, c'est extrêmement important. Je voudrais juste dire au monsieur là-bas que
pour répondre un peu à votre question, quand vous cherchez du financement, essayez de trouver des financements innovants, des choses en dehors du crédit bancaire. Et je pense que si vous recherchez un peu, peut-être qu'il y a d'autres solutions qui existent qui pourraient aider, en tout cas d'une manière ou d'une autre, à ce que vous faites. Visitez le site du FONSIS, il y a pas mal de fonds qui sont là et peut-être il y en a un qui pourra répondre à votre besoin. Pour terminer maintenant sur la sortie, l'un des gros challenges que l'on a tous en Afrique, c'est la sortie. Comment on sort quand on investit en capital? Et je suis très content de ce que vous avez dit tout à l'heure sur le crédit bail. Le Fonds islamique de relance a initié un instrument qui s'appelle le Ijara. En finance islamique, c'est du crédit bail, c'est comme du crédit bail. Pourquoi? Parce que justement, pour répondre en partie à la question de la sortie. Quand on met tout en capital, il est extrêmement difficile de sortir. Du coup, une partie de l'investissement est financée en Ijara, qui est de l'achat de matériel mis à disposition de la structure qui l'exploite pendant un certain moment jusqu'au remboursement et après on lui cède. En partie, c'est comme ça qu'on gère. L'autre élément, quand on est sur des éléments, sur des investissements plus importants, vous avez mentionné Sen'Eau. Le secteur privé pour nous, ça peut être des individus, mais c'est surtout des entreprises, en fait. Vous étiez à CGF Bourse, vous savez qu'on a essayé de travailler sur un fonds, le fonds Senfonds, qui, l'objectif, c'était de mobiliser de l'argent de Sénégalais, de la diaspora, mais aussi d'ici, qui viennent acheter justement des parts dans les investissements en infrastructure dérisqués déjà, où en fait le revenu est en train de tomber. Du coup, il y a très peu de risques. Ça, c'est un peu la panoplie des moyens qu'on est en train en tout cas de mettre en place justement pour régler la question de la sortie. Mais il est évident que c'est un vrai problème. Après, certains de nos investissements, par contre, on ne sort pas. On ne sort pas parce que ce sont des détentions qu'on a pour l'État du Sénégal. Donc, il n'y a pas une question de sortie derrière. Voilà, je vous remercie. Pour terminer. Oui, merci beaucoup. Sur la question du financement, d'abord, pour savoir qui doit être le privé. Je reste sur la question de la commande publique de façon beaucoup plus spécifique. Nous, quand on a mis en place la loi sur les PPP en 2021, il fallait trouver un instrument qui permet de faciliter la possibilité pour les Sénégalais de participer au financement des projets. Il y a un instrument qui a été pensé, c'est le fonds de placement à risque. Quand le fonds a été pensé, au départ, dans les premières prévisions, il fallait l'ouvrir à tout le monde, y compris les Sénégalais en termes de personnes physiques. Mais quand l'AMF a été saisi, il nous a été demandé, dans un premier temps, de rester sur les investisseurs institutionnels, le temps que le fonds puisse atteindre sa vitesse de croisière pour l'ouvrir après aux personnes physiques. Pour moi, c'est important. Maintenant, sur la capitalisation des sociétés de projets qui sont installées et mises en place dans le cadre du développement et de la réalisation des projets PPP, c'est les entreprises qui viennent participer. Ce n'est pas des personnes physiques qui viennent mettre de l'argent, c'est des entreprises, des sociétés qui viennent rentrer dans le capital social. Mais sur la question de la gouvernance, puisqu'on est dans la commande publique, c'est une question qui nous parle de la commande publique. Parce que pour moi, si les mécanismes les plus pertinents sont mis en place pour permettre aux représentants du secteur privé de capter des financements, si derrière la transparence et la redevabilité ne sont pas des questions réglées sur la commande publique, ouais, un peu l'objectif peut ne pas être atteint. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous, en tant que régulateurs, ce que nous avons pu mettre en place qui permet de garantir la transparence au maximum sur une plateforme de dématérialisation de la commande publique, où tout est transparent. Tout le monde peut accéder, regarder que fait telle administration, tel marché, quand est-ce qu'il a été passé, à qui il a été attribué et dans quelles conditions. Et pour moi, c'est ça, vraiment, c'est un espace qui permet de faire de l'exécution des dépôts sur la commande publique une vitrine qui est accessible à tout le monde. Et ça, pour moi, ça a été une avancée remarquable dans la quête de transparence et de bonne gouvernance dans la distribution et la gestion des commandes de l'État. Voilà, je vous remercie. Monsieur Maï, vous avez un dernier mot? Oui, toujours sur la question de la gouvernance. Et je vais rejoindre, par contre, sur ce point, Monsieur Niane. Les normes prudentielles pour le système soumis au contrôle par la Banque centrale permettent, et les contrôles sur pièce et sur base, permettent vraiment d'assurer une certaine gouvernance de qualité aux institutions de financement concernées. Mais M. Niane a raison, les normes sont peut-être parfois trop rigides et il n'y a pas
assez de recherche et d'adaptation. Il ne faut pas s'en sortir parce que nous avons un système qui veut s'intégrer au monde, un système bancaire qui veut s'inscrire dans une dynamique mondiale. On est obligé de prendre en compte l'environnement mondial, donc de s'aligner sur les réglementations de Bâle, etc. Mais on n'utilise pas assez les petites possibilités qui peuvent faire l'objet de négociations. Les normes prudentielles, c'est un peu comme les normes environnementales. Elles sont sorties alors que les pays qui les imposent aux autres avaient déjà traversé la période difficile. On les impose aux nouveaux qui n'ont pas encore atteint un certain degré de développement, donc c'est difficile. Par contre, il est à l'aise, c'est vrai, quand il n'est pas soumis aux normes prudentielles. Les normes prudentielles, il ne faut pas l'oublier, protègent le déposant, la ressource, protègent le petit épargnant. Et la Banque centrale a cette responsabilité de l'empêcher de perdre son avoir. Et c'est arrivé, on a vécu ça au Sénégal. BNDS, BSK, etc. Mais quid de l'argent public? Quand vous avez 50% d'impayés ou de sinistres, de taux de sinistre au sein d'une banque, vous êtes sûr que son activité est ou soit arrêtée ou mise sous administration provisoire. Tout de suite. Parce que l'objectif, c'est sauvegarder la ressource. Mais dans l'établissement public, ce n'est pas le cas. Merci beaucoup. Parce que mais c'est quand même l'argent de la communauté. Il faut avoir le souci de Merci beaucoup, M. Mbaye, pour cette note très intéressante et inspirante. Alors, je voudrais remercier M. Sarr, M. Nyan, M. Mbaye, M. Ndion et M. Djité vraiment pour leur analyse féconde